Bonjour, bonjour, et oui, je sais, vous n'avez pas eu votre traditionnelle vidéo de Noël sur les clichés des armes, probablement parce que les lutins créateurs de vidéos étaient en grève, mais ne vous en faites pas, on se rattrape gentiment aujourd'hui avec un petit sujet qui va vous apprendre des trucs. Enfin, je l'espère. On voit pas mal de choses passer dans les films, les séries, les jeux vidéo, mais malheureusement c'est rarement vrai, donc voici un petit debunk sur 7 choses que vous avez certainement déjà vues ou déjà entendues et qui sont pourtant parfaitement fausses. Alors on commence par un truc qu'on voit souvent, le héros bien badass en plein combat qui décide de lancer son épée sur un adversaire. Vous voyez forcément de quoi je parle, pif paf pouf, ça se plante dans l'ennemi, le héros a la classe, il récupère son épée pour poursuivre le combat ou faire une blague à un de ses petits camarades. Le problème c'est que ça dans la réalité, c'est complètement idiot, c'est vraiment complètement idiot, mais alors complètement idiot parce que votre épée c'est votre arme, celle qui vous aide à rester en vie. Donc si vous la balancez, vous êtes à poil quoi, vous êtes à poil, sauf si bien sûr vous avez les pouvoirs du scénario avec vous, mais c'est rarement le cas dans la réalité en fait. En plus, à moins d'avoir été entraîné, vous avez surtout des chances pour que l'épée ne se plante pas correctement, ou pas du tout en fait. Et on ne vous entraîne pas à faire un truc idiot, donc forcément ça ne fonctionne pas non plus. Ah et puis si votre adversaire a une protection, genre, je sais pas, au hasard une armure, ce sera parfaitement inefficace. T'es mauvais! Bref, ne faites pas ça en fait. Alors ça a bien dû se faire une fois ou deux en tournoi ou sous le coup de la colère, mais globalement ce sont des circonstances infiniment rares au regard de l'histoire. Allez hop, suivant. Alors celle-là, je l'ai entendue un paquet de fois. Il y aurait eu des fourreaux d'épée avec une pierre à aiguiser intégrée pour que l'épée reprenne un petit coup d'aiguisage sur le fil chaque fois qu'on la sort ou qu'on la range. Super pratique pour l'entretien sans effort. Bon alors je sais pas qui a inventé ce truc, probablement un auteur de fantasy, mais là encore, ça n'a aucun sens. Déjà parce que pour coller des pierres aiguisées dans un fourreau, il faudrait que ce dernier soit particulièrement gros, et plus lourd, donc plus pénible à utiliser. Ensuite parce que pour avoir un aiguisage facile quand une lame passe sur des pierres, il faudrait le même système que ces machins que vous avez peut-être déjà eu dans votre cuisine. Et si vous avez déjà eu ça dans votre cuisine, vous savez que ça aiguise que dalle en fait, et que c'est surtout un bon moyen de détruire votre tranchant. Et puis en plus de ça, une épée c'est rarement un fil complètement droit, c'est-à-dire avec des tranchants bien parallèles, bien propres. Sur les épées gauloises, ça existait, voilà, mais c'est quand même assez rare, et c'est pas le cas de la pointe. Et du coup, faudrait des pierres sur tout le long du fourreau pour bien aiguiser, et vous imaginez le bordel. Puis il faut quand même se dire que la pointe serait toujours mal aiguisée de toute façon, voire pas aiguisée du tout, voilà, donc pas super utile en fait. Et quand bien même, toutes les épées n'ont pas besoin du même type de tranchant, donc pas du même angle de pierre. Du coup, ça veut dire qu'il faudrait s'assurer que ce soit suffisamment solide pour que l'angle de la pierre reste toujours le même si vous prenez un gros coup dans votre fourreau pendant la bataille. Et si la pierre est cassée, les petits morceaux vont ruiner toute la lame. Et accessoirement, une pierre aiguisée, ça s'use. Donc même en admettant qu'on arrive à avoir le bon angle sur la bonne longueur, au bout de quelques aiguisages, la pierre aura perdu de la matière, donc ne sera plus du tout efficace. Ah non, mais quand je vous dis que c'est une mauvaise idée à tous les niveaux, c'est pas une image, bref, tout ça c'est un délire de fantaisie, c'est pas bien efficace, c'est pas bien pratique, l'aiguisage c'est une vraie compétence, ça nécessite de s'adapter à chaque lame, à chaque situation, et il existe beaucoup de pierres différentes pour pouvoir faire ça correctement. Et parfois ces pierres, elles doivent se combiner, c'est-à-dire que pour aiguiser un tranchant, on peut utiliser plusieurs pierres différentes avec des propriétés différentes pour avoir un meilleur résultat. Et tout ça nécessite de l'adaptation, donc un fourreau à aiguisage automatique dans un monde magique, peut-être, mais dans le nôtre, c'est non. Bon, alors oui, quand une épée est brisée dans les films, on peut facilement la ressouder. C'est d'autant plus cool si c'est une épée d'ancêtre, ça a du sens, la quête du héros, tout ça. Bien sûr, le cas le plus populaire, c'est Anduril, la flamme de l'Ouest portée par Aragorn, et qui a été reforgée avec les morceaux de Narsil. Bon, dans l'absolu, ça compte pas vraiment parce qu'on parle d'une épée magique forgée par les elfes, mais ça met en tête l'idée tenace qu'il est facile de reforger des épées brisées. Ouais, comme ça, là, juste en l'air collant, un peu de chaleur, un peu de bim bam boum avec un marteau, et rouler jeunesse. Dans la réalité, c'est très compliqué, parce qu'une brisure dans l'acier, même réparée, ça fait des points de fragilité qui vont céder rapidement. Selon les cas, on peut éventuellement faire sauter le pommeau et la garde, et retravailler entièrement la lame pour tout ressouder ensemble en un bloc homogène, un petit pavé d'acier si vous voulez, et on fabrique à partir de ça une lame complètement nouvelle. Bon, c'est pas non plus une super idée, parce qu'en réalité, le métal a déjà été très sollicité par sa première forge, mais techniquement, c'est possible. Par contre, juste ressouder les morceaux, c'est non, vraiment, cela dit, dans le film Le Seigneur des Anneaux, Anduril est ressoudé à partir des morceaux de Narsil, mais le texte parle bien de reforger, ce qui en soi est peut-être un peu plus juste. Bon,
Alors vous allez me dire, est-ce que le cas est similaire pour les épées en bronze? Oui, à peu près, une épée en bronze brisée ne se répare pas, mais on peut éventuellement refondre tout le bronze pour refaire une épée entièrement neuve. Dans les deux cas, est-ce qu'on peut vraiment parler de réparation? En fait, je suis pas sûr. Historiquement, on a des cas où des lames brisées ont été transformées en armes plus courtes, mais on évite généralement de faire des soudures parce que c'est trop dangereux et personne n'a envie de se retrouver avec une épée qui pète au pire moment pendant un combat. Souvent dans la culture populaire, on a tendance à voir les glaives romains comme des armes courtes. Mais l'histoire de Rome dans l'Antiquité, c'est long. C'est très long. C'est très long. Rien qu'entre la République et l'Empire, on parle de près de 900 ans. Et forcément, sur une période aussi longue, les choses, en fait, elles évoluent. Notamment dans la pratique de la guerre. C'est comme si on disait que les fusils français fonctionnent tous avec un silex. Ça n'aurait aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. En fait, l'arme est certes emblématique du légionnaire romain, mais cela ne veut pas dire pour autant que c'est la même. Durant la période du Haut Empire, c'est-à-dire grosso modo du 1er siècle au début du 3e, les glaives romains sont relativement courts parce que le système de combat favorise ce genre d'arme. Et comme c'est la période considérée dans la culture classique comme l'âge d'or de la Rome antique, celle qui s'est le plus imprimée dans nos esprits, eh bien c'est aussi cette image du glaive court qui est restée. Cependant, à la période précédente, à la fin de la République romaine, eh bien le glaive romain, il est bien plus grand et n'a rien à envier à une épée à une main. Oui, je l'avais dans le dos tout ce temps, c'était petit effet. Bref, c'est la période de Vercingétorix et Jules César, mais après le Haut Empire, les glaives s'allongent de nouveau. Tout ça pour dire qu'au jeu de la courte paille, les glaives romains, celui qui gagne, ça dépend surtout de la période. Notamment parce que ça aussi, c'est une épée romaine. Attendez, puisqu'on est dans le romain, là, vous voyez l'espèce de lance romaine ultra connue, là, le pilum? On en voit dans Astérix, dans Gladiator, dans plein de trucs, en fait. En fait, c'est pas une lance, c'est un javelot. Oui, c'est-à-dire que contrairement à ce que le nom laisse supposer, une lance, c'est pas fait pour être lancée la plupart du temps, alors qu'un javelot, oui. Le pilum romain, en fait, c'est une arme de jet. Il y a plusieurs types d'utilisation possibles, mais globalement, l'idée, c'est que les légionnaires en envoient une volée en amorce d'un contact au corps à corps, afin de désorganiser la formation adverse et permettre de prendre très vite l'avantage sur elle. Les lancers les plus efficaces permettent même au pilum de se coincer dans le bouclier adverse, rendant ce dernier absolument inutilisable, et donc le guerrier qui en est la victime perd sa protection de base. C'est très inventif, c'est très efficace, et cela fait partie des armes qui ont fait la renommée de Rome pendant plusieurs siècles. Mais dans tous les cas, oubliez l'utilisation de cette arme au corps à corps, elle n'est simplement pas faite pour ça. La longue tige métallique, une fois plantée dans le bouclier de l'adversaire, elle a tendance à se tordre plutôt facilement et donc à être inutilisable. Donc comme arme de contact, ce serait relativement inefficace. Par contre à distance, je peux vous garantir que ça tape fort. Alors celui-là, c'est plus une idée générale, mais vous allez voir qu'elle est vraiment très importante. Souvent quand les gens essaient de parler d'armes sur internet, ils ont trop souvent tendance à confondre l'utilisation tactique avec l'utilisation unique. En fait, je vais m'expliquer. Par exemple, vous avez pu lire ça et là sur internet que l'arc s'utilise toujours en tir direct et jamais en volée de flèches en tirant les flèches en l'air. Et ça, c'est une énorme idée reçue. En fait, un arc, c'est une arme avec des multiples possibilités. On peut tirer à courte, moyenne et longue portée, et de plusieurs manières différentes, avec plusieurs types de projectiles différents selon les besoins. Il y a des pointes dont l'efficacité est très différente selon comment et sur quoi vous tirez, par exemple. Ça dépend de l'effet recherché, de l'endroit où se trouve l'adversaire et de son niveau de protection. Et c'est pareil avec beaucoup d'armes. Une rapière de mousquetaire par exemple, elle est surtout faite pour frapper des stocks, c'est-à-dire donner des coups de pointe. Est-ce que pour autant on ne donne jamais des coups de tranchant? Absolument pas, cela dépend des circonstances, et cette épée, elle est très tranchante. Donc ça dépend des circonstances, de l'adversaire, des techniques utilisées, de les faire chercher. C'est ça la différence entre utilisation unique et tactique. Souvent les personnes qui n'ont pas beaucoup de recul vont dire « un arc ça ne sert qu'à ça » ou « avec une rapière on ne peut faire que ça ». Mais c'est oublier la notion de tactique. On fait en sorte de pouvoir s'adapter à ce qu'on a en face de soi, et si une arme peut s'adapter, on l'adapte. Bien sûr ça ne veut pas dire que l'armement n'a aucune limite, et il faut les poser clairement. Mais pour autant ça ne veut pas dire qu'il est aussi limité que ce qu'on nous dit trop souvent. Et pour finir, on parlait des questions d'aiguisage avec les pierres dans le fourreau, mais on va aussi tout de suite découper une autre idée reçue sur la question. Les épées médiévales sont tranchantes dans leur intense majorité. Oubliez les délires de « ah, ça coupe pas, c'est comme des barres de fer, c'est tranchant que sur le dernier tiers, ça coupe mais avec un mauvais tranchant, ça ne sert qu'à casser les os, etc. etc. »
Tout ça, c'est du vent, et ça sort à la fois des vieux clichés qu'on a sur la période médiévale et de l'incompréhension totale des systèmes de combat de cette époque. Et un peu de la physique aussi, je vais vous expliquer. Une épée, ça coupe, et ça peut même couper très très fort. On a des sources textuelles qui nous racontent comment des épées peuvent couper comme des rasoirs. Et même en se disant que les textes peuvent mentir, on a des épées dans les musées qui portent les marques de leurs aiguisages, et des restes humains tranchés net par des épées. On parle de crânes fendus, ou découpés, de bras, de jambes, et même de cages thoraciques entières. Éparpillé par petits bouts façon puzzle. Bon, et puis même en considérant que ce serait juste pour casser les os, en fait, il y a une simple question de physique qui va rentrer en jeu. Par exemple, et je pense que vous avez à peu près tous et toutes fait ce genre d'expérience, si vous donnez un coup avec un marteau, l'énergie du coup, la force que vous avez mise dedans, eh bien, elle sera répartie sur toute la surface qui tape et vous allez écraser. À l'inverse, si vous prenez un clou pour transmettre cette énergie sur un point plus concentré, la force sera répartie sur une surface plus petite, et donc vous allez avoir un effet destructeur plus important qui va vous permettre de passer au travers de la surface et planter votre clou. Donc, si votre épée c'est une barre de fer, oui, vous pouvez casser un os. En revanche, comme la surface de frappe est plus petite si l'épée est aiguisée, vous transmettez plus d'énergie sur une surface plus petite, donc vous avez plus de chances de casser l'os en dessous. Et du coup, Jamy, l'histoire de casser des os, c'est pas tellement un argument. Énorme. En gros, si vous voulez vous retrouver au sujet des épées, et surtout pouvoir vite savoir quand on vous raconte probablement n'importe quoi, pensez que les épées, c'est comme les couteaux aujourd'hui. Il existe des couteaux de tailles et de formes variées. Il existe des couteaux de poids différents, mais jamais trop lourds pour qu'ils puissent remplir leur fonction. Il existe des couteaux pour plein d'usages différents, la forme, le poids et la taille vont varier selon ces usages. Il existe des couteaux de plein de qualités différentes, selon vos moyens et selon vos besoins. Il existe plusieurs types de tranchants sur les couteaux et plusieurs manières de les aiguiser correctement. Cependant, selon les connaissances des gens et encore leurs besoins, il existe des qualités d'aiguisage très différentes. Et je peux continuer longtemps comme ça, ça fonctionne pour à peu près tout. En fait, une épée, faut bien se dire que c'est un outil qui doit remplir un certain nombre de fonctions, et si elles sont destinées au combat, alors elles ont besoin de couper. Et c'est amusant parce que c'est une idée reçue qui vient de loin, de notre perception culturelle de la période médiévale, alors que ça nous vient vachement moins en tête pour l'Antiquité, ou pour la sphère asiatique par exemple. Mais en fait, les besoins sont à peu près les mêmes d'un bout à l'autre du monde et de l'histoire là-dessus. Et même s'il y a des exceptions, retenez que globalement une épée, eh ben ça coupe, voilà, et ça coupe vraiment très bien en plus. Voilà, c'est tout pour cette fois, petit sujet traditionnel de l'hiver, ça fait toujours plaisir, même si à force je vais peut-être épuiser les idées reçues dessus. Bref, dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne année 2025, un peu en retard peut-être. Je vais vous préparer plein de chouettes sujets pour cette année et quelques surprises, donc abonnez-vous pour suivre ça. Et puis allez sur Instagram, j'ai lancé la nouvelle ligne éditoriale avec du contenu supplémentaire historique toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Une partie est également sur TikTok, je vous mets tous les liens en description. Likez, commentez et partagez la vidéo, c'est toujours très important pour le référencement, pour le développement de la chaîne, pour moi, pour tout ce que vous voulez. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet, mais en attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Ladies and gentlemen.